La rue du 22 septembre 1914, longeant le marché à Papeete, évoque le bombardement de la ville par des navires allemands dans les premiers jours de la guerre 14-18. Mais sais-tu pourquoi il y a une rue des poilus tahitiens? Les poilus tahitiens, ce sont des soldats qui sont partis de Tahiti, c'était des Tahitiens, et qui sont allés combattre en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Comme les soldats français s'appelaient des poilus, on les a appelés les poilus tahitiens. Quelques jours après la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, le 3 août 1914, un ordre de mobilisation partielle est lancé à Tahiti par le gouverneur Fautier. Il touche les hommes de 20 à 25 ans demeurant à Papeete et aux alentours. Le groupe ne se compose alors que de 40 hommes, des métropolitains et des demi. Après le bombardement de Papeete le 22 septembre 1914, les mesures de recrutement s'intensifient. En octobre, un appel est lancé aux insoumis ou aux déserteurs pour être incorporés sans sanction s'ils se présentent volontairement. En février 1915, la mobilisation s'élargit et concerne désormais toute l'île de Tahiti et l'île de Moorea. De plus, on fait aussi appel aux engagements volontaires, aux jeunes de 17 à 19 ans, aux réservistes et aux hommes entre 42 et 58 ans. Certains n'avaient pas attendu d'être incorporés pour aller défendre la France. C'est le cas notamment du docteur Fernand Cassio, de Pierre Bernière, Édouard Hahn et de bien d'autres. Le 22 octobre 1915, le gouverneur Gustave Julien remplace Fautier. Il élargit le recrutement militaire à tous les Français d'origine âgés de 20 à 34 ans, puis aux autochtones de nationalité française et aux sujets français. Il faut savoir que depuis l'annexion de Tahiti à la France en 1880, les habitants de Tahiti, Moorea et les Tuamotu sont citoyens français. Par contre, les habitants des îles Marquises, des Gambiers, de Rapa et des îles sous le vent sont considérés comme sujets français. Ils n'ont pas l'obligation de service armé, ce qui pose des complications au niveau de la mobilisation. Il y avait dans les établissements français d'Océanie deux types d'habitants. Il y avait les citoyens qui, eux, étaient mobilisables et les sujets français qui n'y étaient pas obligés, mais dont certains ont décidé de partir et ont été des volontaires. En mars 1915 a lieu le premier départ collectif décidé par la colonie de Tahiti et son gouverneur, alors que le ministère de la Guerre n'a pas encore pris de décision pour l'Océanie. Ce n'est qu'entre janvier et juillet 1916 que l'on verra 7 contingents, un par mois, soit plus de 900 hommes, partir avec l'aval du ministre de la Guerre. Au total, 12 contingents, soit 1115 hommes, partent de Tahiti, auxquels il faut ajouter les départs volontaires, alors que Tahiti ne compte que 30 000 habitants. Le voyage est interminable. Les bateaux font escale à Wellington en Nouvelle-Zélande, Sydney en Australie, pour enfin arriver un mois après à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Chaque escale est bien sûr un prétexte pour des fêtes, des réceptions, des défilés. À Nouméa, les Tahitiens reçoivent une instruction poussée. Certains, comme Puvana à Oopa, resteront 6 mois pour devenir élèves caporal. Après leur formation, les Tahitiens et les Calédoniens embarquent pour une traversée de 63 jours, en passant par Sydney et Perth en Australie, Colombo à Ceylan, Port Saïd en Égypte et enfin Marseille. Mais pourquoi les Polynésiens s'engagent-ils ainsi à rejoindre la métropole et à combattre les Allemands? Pour Puvana et les autres volontaires des îles sous le vent, c'est le sens de l'honneur, le goût de l'aventure et le sentiment d'horreur que leur inspire l'agresseur allemand qui vient de frapper au cœur de Tahiti. De juin à novembre 1918, le bataillon mixte du Pacifique,
qui rassemble plus de 1000 Polynésiens, Calédoniens et néo-hybridés, participe au combat qui mène à la victoire de 1918. Leur courage et leur patriotisme leur valent une citation à l'ordre de la 10e armée. Hélas, les poilus tahitiens qui rentrent en 1919 trouvent des îles décimées par une épidémie de grippe espagnole qui fera 2573 victimes, soit 8 fois plus de victimes que la guerre. Des décorations, des casques, des chaussures de poilus tahitiens sont exposés au petit musée dans la salle d'honneur du RIMAP au camp d'Aroué. Et un échantillon de terre du champ de bataille. L'étendard du bataillon mixte du Pacifique y est aussi exposé. Des noms de rues de Papeete rappellent la guerre 14-18. Rue des poilus tahitiens, le cours de l'Union sacrée, celle des Anglais et des Français pendant la guerre, l'avenue Georges Clémenceau, la rue du Maréchal Foch, la rue du Docteur Cassio ou celle du pasteur Octave Moreau. Le monument aux morts, érigé en 1923, il reste le symbole du souvenir des personnes qui ont combattu au péril de leur vie. C'est par patriotisme qu'à la suite du bombardement de Papeete, des volontaires puis des hommes mobilisés rejoignent l'Europe pour combattre les Allemands et leurs alliés. 1115 hommes partent de Tahiti et des îles. 1 sur 5 ne reviendra pas. Dans les tranchées, les soldats connaissent des conditions de vie difficiles. On les surnomme les poilus tahitiens. Avec le bataillon mixte du Pacifique, ils participent au dernier combat qui mène à la victoire de 1918. Le dernier poilu tahitien est mort en 1994. Le monument aux morts, avenue Powana à Aopa, commémore le sacrifice de tous ces hommes morts si loin du Fénois. Ce bateau chargé de grosses boîtes est un porte-container. Il s'appelle le Cap Tapaga. Il a voyagé pendant 3 semaines sur l'océan. Il entre dans le port de Papeete. Le port de Papeete accueille une grande diversité de modes de transport. Ça peut être du transport de marchandises, du transport de matières hydrocarbures, des produits pétroliers, du gaz. Les porte-conteneurs, comme le Cap Tapaga, transportent des boîtes remplies de marchandises. Des goélettes partent vers les îles ou en reviennent avec d'autres marchandises et des passagers. Des ferries transportent rapidement des passagers et des voitures vers Moorea. Le porte-conteneur Cap Tapaga, qui vient de la côte ouest, plus précisément de Californie, de Oakland, situé près de San Francisco. Donc c'est une des lignes régulières que le port de Papeete accueille pour ensuite repartir vers Apia. Le porte-container est arrivé à terre. Il est attaché au quai avec de grosses cordes. Papeete est un port de commerce. Des marchandises arrivent toute l'année de toutes les parties du monde. Elles remplissent des centaines de grosses boîtes qu'on appelle des containers. Le navire arrive à quai, la marchandise est déchargée au moyen de grues, au moyen d'élévateurs, qui est ensuite entreposée dans la zone dite sous douane, qui est ensuite traitée, contrôlée. Les conteneurs contiennent plusieurs types de marchandises importées. Les marchandises ne restent pas longtemps sur les quais du port de Papeete. Elles sont livrées dans l'île de Tahiti par camion. D'autres marchandises repartent en bateau avec les goélettes vers les îles.
Ce grand bateau plat là-bas, avec des tuyaux, est un pétrolier. Il vient ravitailler en essence Tahiti et les îles. L'essence est stockée dans de grandes cuves. Les avions à l'aéroport et les voitures dans les stations-service pour en faire le plein de carburant. Des bateaux plus petits et rapides qui entrent et sortent par la passe tout le long de la journée sont des navettes rapides qui assurent des allers-retours entre Tahiti et Moorea. Elles transportent des habitants ou des touristes. Les plus grands sont des ferries qui, en plus des personnes, transportent des voitures et des camions. Ce gros bateau blanc, plus long et plus haut que les autres, qui reste à quai toute une journée, contient principalement des voyageurs. C'est un paquebot de croisière, son nom, le Paul Gauguin. Il peut embarquer des centaines de passagers. Ce sont des touristes qui viennent faire le tour des îles sous le vent. Ce bateau est sorti de l'eau pour vérifier, nettoyer et réparer sa coque qui est sous l'eau pendant la navigation. Le chargement du porte-container se termine. Il va quitter le port de Papeete pour des jours et des nuits de navigation vers Apia aux îles Samoa. Ainsi, les marchandises circulent sur les océans, de port en port, partout dans le monde. Reconnais-tu les bateaux que tu as observés dans le port de Papeete? Porte-container, Paquebot, ferry, goélette. Que viennent faire tous ces bateaux dans le port de Papeete? Papeete est un port de commerce. Un port est un espace à l'abri des tempêtes, où les bateaux trouvent des étendues d'eau près de la terre pour décharger des marchandises venant de partout et en emporter d'autres. Ces marchandises sont celles que tu retrouves dans les magasins de Tahiti et des îles et que les habitants viennent acheter. Peux-tu trouver quelques exemples de ces marchandises arrivées par le port? Attention, ne les confonds pas avec les produits locaux, poissons, fruits ou légumes qui viennent de Tahiti et des îles. So I read this really interesting article the other day about Facebook and social media and how the government and other companies can observe our profiles and the information we put on the internet, and got me thinking that maybe we're not really as private as we think we are. The article mentioned something called Big Brother. Maybe you could explain that to me? Well, the idea of Big Brother came from a book called 1984. Oh, 1984. Who wrote that? It was written by George Orwell, who also wrote Animal Farm. He's quite a famous English author. All right, and when did he write this book? He wrote it in 1948, so quite a while ago, but he was talking about what he thought society would be like in the future, in the 80s.
Okay. Was he optimistic about the time? Not particularly, no. He thought that people would be quite unhappy in society. There'd be a lot of control over what they do and what they say. He didn't think people would have much freedom anymore. All right. And who's this big brother? Well, it's kind of like the government. They were watching what everybody would do. They'd have cameras everywhere. They'd listen to what you say. Even the things that you think wouldn't be private anymore. It's terrible. So what actually happens in this book? Well, the main character is a man named Winston, and he's a very intelligent man. So he understands all the oppression in society, but there isn't really much that he can do. And he actually falls in love with a woman named Julia. So he tries to find ways that they can have some freedom and some privacy where they won't be seen by Big Brother. Does it at least have a happy ending? Does he go happily ever after with her? Well, not particularly, because Big Brother would never approve of their relationship. So eventually when they get caught, he's subjected to torture. A lot of bad things happen to him to try and make him realise he's wrong and to make him change. Wow, what an awful prediction of the future. Do you agree with him? Do you think Orwell was correct? Or did his predictions come true? I don't think it's as extreme as Orwell thought that it was going to be. Everybody knows a lot of information about us. Everybody sees our Facebook profiles, and nothing that bad has ever happened to me. All right, so I shouldn't go deleting my Facebook account? I don't think you need to, no. I've been using Facebook for ages and nothing bad has happened, so... So just be more careful about what I send to people and the pictures I post? Exactly. All right, cool. Then I'll keep my account. Comment exprimer son goût, son jugement, avec des termes précis? Le plus souvent, dans la vie, on formule son appréciation, son jugement, son goût, avec les mêmes mots passe-partout. Quand c'est positif, c'est bien, c'est bon, c'est beau, c'est cool. Quand c'est négatif, c'est mal, c'est moche, c'est mauvais, c'est nul. Tout cela est bien vague, et nous allons donc apprendre à varier et à affiner notre caractérisation, au moins à l'écrit, et, avec un peu de chance et un peu d'énergie, à l'oral. Voici quelques exemples d'adjectifs qui ont une connotation positive, améliorative donc, agréable, intéressant, attrayant, captivant, enthousiasmant, passionnant, performant, séduisant, subtil, excellent, délicieux, exquis, sublime. Nous allons, avec quelques exemples, montrer qu'ils sont d'une utilisation relativement facile. Un lieu agréable, un cours intéressant, une présentation attrayante, un plat exquis, un film passionnant, un spectacle enthousiasmant, une machine performante. Du côté des adjectifs à connotation péjorative, on peut trouver par exemple insipide, médiocre, ennuyeux, décevant, déplorable, lamentable, exécrable, scandaleux, quelconque, déplaisant, laid. Voici quelques exemples assez simples pour les utiliser. Un plat insipide, une production médiocre, un film ennuyeux et non pas ennuyant, comme on l'entend très souvent, des propos scandaleux, une personne exécrable, un comportement lamentable. Synonyme, antonyme, homonyme, paronyme.
Tu te perds sans doute un peu dans ces dénominations savantes qui se ressemblent beaucoup. Tu remarques à chaque fois « onyme », issu d'un mot grec signifiant « non ». Alors faisons le point. Synonyme et antonyme ont un rapport avec la signification des mots, leur sens. Deux mots sont dits synonymes quand ils ont le même sens, comme le verbe lancer et le verbe jeter. Attention, il est rare que des mots soient parfaitement synonymes et dans tous les contextes. En ce qui concerne l'antonyme, c'est le contraire d'un mot. Gentil est un antonyme de méchant, par exemple. Maintenant, homonyme et paronyme. Ils ont un rapport avec le son, la phonétique des mots. Des homonymes, ou plutôt homophones, sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Le cou, qui supporte la tête, et le coup de poing, qui prend un P. Faire, le verbe, et faire, le métal, etc. On pourrait les multiplier. En tout cas, ces homonymes posent souvent des problèmes d'orthographe. Un paronyme est presque un homonyme. En effet, c'est un mot qui se prononce presque comme un autre, à un son près en général. Un rond, le cercle, et un rang, dans lequel on se range, banal et banane. Certains s'amusent à faire des jeux de mots avec les paronymes et toi-même tu es peut-être en train d'en imaginer. Maintenant, entraînons-nous. Wa iti ai ni oi te parau I te hora. Te I te te hapi I no te haman o e no te wha iti te parau no te hora. Ini ai ni te te wati, aurera ini e te wati rorowira. I te tau whaafaer a hapi a, e rewa tu mato e na hoa marite o John e o Debbie I te whenua marite. No reira, e tia e rawe I te manu rewa e te whaatura I te mohora. Hora ha te manu rewa e mahuta ai I Los Angeles. E mahuta te manu rewa I te hora ahuru māpai miniti I mairi I te hora ahuru I te puipui. Hora ha te tapa ora ao te motau hia. Te hora ahuru māpai miniti toe e hora wauwei no te tapa ora a tau iha. Hora ha no te whaautar ai te mohoro patete. Te hora iwa e te awha no te whaautar ai te mohoro patete. E ha te hora e tapa e te manu rewa I Los Angeles. E tapa e te manu rewa I Los Angeles I te hora pai te hei. Ia au I te I apapara, a imi I te mo numera, e a tapiti mai I te pahonora. Ahuru matoru. Ahuru mawau. Piti ahuru mamha. Ahuru mapai. Iwa. Ahuru maiwa. Piti ahuru mapiti. Ahuru mahoe. Hitu.
nei, e haia te hora. Hora pai te poi poi. E o nei, e haia te hora. Hora iwa i te poi poi. Te veira te teitu atir airo toi te e mau pahonor a. Inha, e whai te nira tui te hora tia. Whai te hia i te nira iti. Ari a te nira rei, e whai te oie i te mau miniti. A whaar o mai tai, e a tāpiti i te hora. Pai miniti i mairi i te hora ahuru i te poipoi. Ahuru miniti i mairi i te hora ahuru i te poipoi. Piti ahuru miniti i mairi i te hora ahuru i te poipoi. Piti ahuru mā pai miniti i mairi i te hora ahuru i te poipoi. Te ienei rā, te vei atua te wahi mahara o te hora. Aore rā, te awha hora. Ahi o, e ātamo mai tei te hora ini e te awha aui o te wāti. Piti aharu mā pai miniti toe e hora wa uai i te poipoi. Piti ahuru miniti toe e hora wa uai i te poipoi. Aharu mā pai miniti toe e hora wa uai i te poipoi. Aharu miniti toe e hora wa uai i te poipoi. Pai miniti toe e hora wa uai i te poipoi. E ia tia nānira e piti in e te ahuru mā piti. Wawa te ia. Watu i te pō. A wha ohipa mai. O raha te manurewa e whaarewa ai te whenua tāpone. No te whenua tāpone, te hora ahuru maho e tia i te pō. Ho raha te manurewa e whaarewa ai te whenua Aotearoa. No te whenua Aotearoa, te hora maha ahuru mā pai miniti i mairi te hora pai te ei hei. Ho raha te manurewa e whaarewa ai te whenua Aotearoa. No te whenua Aotearoa, te hora au e te awha i te pō. Ho raha te manurewa e whaarewa ai te whenua Rapanui. No te whenua Rapanui, te hora ahuru mā pai i mairi te hora hitu i te pō. Ho raha te manurewa e whaarewa ai i Roissy Charles de Gaulle i Paris. No Roissy Charles de Gaulle, te hora toru ahuru mā pai miniti i mairi te hora pai te poipoi. Māti te e mau whaohipara ini e te hora, a tamatai te whaohipa atua ini e tāo e tārena hapira i te whare hapira atuaroa, mā te hapapu mai te mohora e te uhipa tāo e rawe i muri mai te hapira. Ora hao e hoi e te whare i muri i tāo e hapira. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil.
Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses, les photorécepteurs. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les trois types de cônes différents présents dans la rétine. Les réactions chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Les messages nerveux issus des parties temporales de chaque rétine se propagent sans changer d'hémisphère cérébral. Les messages nerveux issus des parties nasales de chaque rétine se croisent au niveau du chiasma optique et rejoignent le cortex visuel occipital de l'hémisphère cérébral opposé. Au cours de leur trajet, les messages nerveux passent d'une fibre nerveuse à une autre au niveau de zones de jonction appelées synapses. Là, les signaux électriques qui arrivent de la rétine engendrent la libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs, qui traversent l'espace entre les deux fibres nerveuses et qui se fixent sur des récepteurs de forme complémentaire. Cette fixation entraîne la naissance de nouveaux signaux sur les fibres reliées au cortex. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée: forme, couleur, mouvement. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. Ce que nous appelons vision est donc une interprétation cérébrale de signaux électriques. Ainsi, une même image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Et allume la lumière. On trouve dans cette phrase en français local l'interjection et la particule na. Les deux viennent directement du tahitien. Et exprime la pitié ou l'imploration. Na, prononcé avec une tonalité aiguë, permet d'atténuer un ordre ou une demande. La combinaison de l'interjection et de la particule na participe à l'expression d'une demande polie. On peut comparer le français local et allume la lumière au tahitien et à tout amanait mori, ce qui équivaut en français standard à allume la lumière s'il te plaît. L'atténuation dont na est la marque en tahitien est aussi souvent rendue en français local, non pas directement par na lui-même, mais par le calque un peu. Une variante de et allume la lumière sera ainsi et allume un peu la lumière, c'est-à-dire allume la lumière s'il te plaît.
j'ai vu à la télé hier. Le petit mot « ra », entendu dans cette phrase en français local, est un déictique qui vient du tahitien. Les déictiques sont des mots qui indiquent un repérage dans le temps ou dans l'espace par rapport au moment et au lieu où l'énonciateur parle, comme ici, là, là-bas, maintenant, hier, demain. Le tahitien distingue 3 principaux déictiques. Nei correspond à l'espace-temps de l'énonciateur, ici et maintenant. Na à celui de son interlocuteur, là près de toi à qui je parle. Et ra, c'est ce qui est loin des interlocuteurs, ailleurs, ou c'est ce qui appartient au passé. C'est ce ra, marque de l'ailleurs ou du révolu, qui est passé dans le français local. Ainsi, dans « Je t'ai vu à la télé hier », ra accentue le caractère révolu de l'action et la rupture avec le présent de l'énonciation. On retrouve le déictique ra dans les tournures suivantes en français local. Vendredi ra. Comprenez vendredi dernier. Tout à l'heure. C'est-à-dire tout à l'heure dans le passé par opposition à tout à l'heure dans le futur. Ce matin ra. Ce matin, alors que nous sommes déjà l'après-midi ou le soir. Dans le 15e arrondissement de Paris, 2 écoles, une de garçons, l'autre de filles, ont été construites en 1885. Elles font partie des 300 écoles construites à Paris à l'époque, en moins de 30 ans. Jules Ferry a été l'artisan d'une des grandes lois de la Troisième République, celle de l'école laïque, votée en 1883. La République n'a alors que 13 ans. Elle a succédé au Second Empire qui s'est effondré en 1870 après une guerre désastreuse où la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Rue Blomet, l'école a peu changé depuis 1885. Mais tout autour, la ville s'est transformée. Rue des Volontaires, envahie aujourd'hui par les voitures, on aperçoit l'angle de l'école de la rue Blomet et plus loin l'ancienne école des filles. Derrière ces murs, à la fin du XIXe siècle, un dessinateur nous a laissé un témoignage sur la vie de cette école. La photographie était alors moins répandue qu'à notre époque. Au temps de Jules Ferry, un buste de Marianne ornait un mur de ce préau. Marianne est l'image de la République. Elle est la seule autorisée dans une école laïque parce qu'elle symbolise tous les citoyens français, quelle que soit leur religion. L'Église catholique, restée dans sa grande majorité fidèle à l'idée de royauté, attaqua violemment les républicains à l'Assemblée nationale. Cette cour de récréation a peu changé, mais les enfants, si. Ils portaient tous la même blouse, pour protéger leurs vêtements bien sûr, mais aussi pour renforcer l'égalité entre eux, quelle que soit la richesse de leurs parents. La République française affiche partout ses 3 grands principes. Liberté, égalité, fraternité.
Ses adversaires représentent Jules Ferry en sale gamin irresponsable, qui joue à la toupie avec les valeurs traditionnelles. Lui pense au contraire que l'école est le lieu où l'on peut devenir un bon citoyen dans son esprit et dans son corps. Signe de sécurité, on ne saute pas d'en haut. D'accord? On redescend comme on est monté. S'il reste du temps, on peut remonter une deuxième fois, tant qu'il reste du temps. La France est le seul pays au monde qui a une école laïque. Depuis l'époque de Jules Ferry, l'école a changé, mais aussi le monde qui l'entoure. Pas un seul crayon à papier. Parce que l'année dernière, on m'a piqué tous les crayons à papier. À la cantine gratuite, les enfants recevaient une soupe chaude et du pain, mais apportaient le reste du repas dans leur panier. La guerre de 1914 a fait des millions de victimes en Europe. Les noms inscrits sur cette plaque sont ceux des morts de l'école de la rue Blomet. Avant 1914, les élèves étaient instruits dans le souvenir de l'Alsace et de la Lorraine, perdus en 1870. Les valeurs de la République étaient transmises par des textes et des images. Deux écrivains alsaciens, Erckmann et Chatrian, magnifient la grande Révolution française. Elle a ses héros. Mirabeau qui refuse de s'incliner devant le représentant du roi. Dites à votre maître que nous sommes ici de par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Un jeune tambour, une main coupée par un sabre, bat encore la charge de sa main valide. L'ancien bagnard Jean Valjean, 20 ans de bagne pour avoir volé un pain, arrache une enfant martyre, Cosette, à ses bourreaux. Il s'agit là de deux figures exemplaires du grand poète du siècle, Victor Hugo. L'école prépare l'enfant aux réalités de la vie. On le persuade de la grandeur de sa nation. La France est un grand pays de progrès. Son histoire est très ancienne. Elle a un grand empire colonial. Tous les matins, en entrant en classe, on voyait une grande carte où la moitié du monde était française, l'autre moitié anglaise, ce qui fait qu'on était assuré d'être dans vraiment des privilégiés. De l'esprit de l'école de Jules Ferry, d'anciens maîtres et élèves continuent à témoigner. Je me souviens bien, les élèves du cours complémentaire venaient s'aligner dans ce secteur. Ils étaient en blouse de travail, en bleu de travail plus exactement, et ils devaient donc apporter leur mallette d'outils, hein, et surtout bien entretenir les outils qu'on leur prêtait. Et à l'intérieur, donc, il y avait l'atelier fer, qui était auparavant un atelier de forge. J'étais à l'école communale du cours préparatoire au cours moyen deuxième année de 1968 à 1973. Moi, je me rappelle de mon institutrice que j'ai eue en CM1 et CM2. Je me rappelle d'une anecdote. J'avais eu, donc en CM2, pour l'entrée en sixième, on avait fait un concours blanc et j'avais eu 17,5 en mathématiques. La meilleure note de la classe, et évidemment, j'avais fait la très fière, ouais, c'est moi la meilleure, et vous voyez, ce que j'ai fait est formidable, et tout ça. Et j'ai gardé toujours en mémoire, enfin, je l'ai perdu de vue, cette note, et je l'ai gardée en mémoire le jour du bac. Parce que je ne vous dis pas la note que j'ai eue en mathématiques au bac. L'institutrice m'avait dit, tu sais Florence, il ne faut pas être fière d'une note, il faut être fière toute l'année. J'étais à l'école communale de 1933 à 1939. Où j'ai passé le certificat d'études et le concours des bourses. À cette époque, l'école communale était le lieu où tout le monde se formait et quittait souvent définitivement les études, après le certificat d'études. L'instituteur, dont j'ai des souvenirs très nets, était pour nous un dieu, pas que pour nous. Dans la rue, tout le monde se décoiffait devant lui.
L'institution était respectée, à mon avis, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et cet instituteur nous avait convaincus qu'il fallait apprendre, travailler, payer les bêtises qu'on faisait. La discipline était sévère, mais acceptée. Et surtout, donner l'amour du travail très bien fait. Comme par le passé, cette institutrice aime le travail bien fait. Mais ce mot a sans doute moins aujourd'hui le sens d'autorité absolue qu'il en avait au début de l'école laïque, quand tout était à inventer. Jules Ferry se rendait dans les écoles pour encourager les jeunes instituteurs sur lesquels reposait son école nouvelle. Avec la République, on se marie devant Monsieur le maire. Et ensuite, on est libre d'aller ou de ne pas aller à l'église. C'est compris? Oui. Oui. Les enfants, vous avez un bon maître. Plus encore qu'un éducateur, voyez en lui un guide, un ami sûr, qui remplit une des plus grandes, une des plus nobles fonctions de la société. Allez les enfants dehors, c'est la récréation. Ouais. Allez, allez. Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones. On en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain. La fonction principale des neurones est de transmettre un message nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire enfermant un noyau comme la plupart des cellules de notre organisme, de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs, les dendrites, véritables antennes, et un prolongement particulier appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cette fibre que le message nerveux va se propager. Un nerf comprend les axones de nombreux neurones. Le message nerveux est l'ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Ce message est de nature électrique le long d'un neurone. Il se propage toujours dans le même sens, des dendrites vers la terminaison nerveuse en passant par le corps cellulaire et l'axone. Voyons de plus près à quoi ressemble ce message nerveux. Le long de la fibre nerveuse tout d'abord. Puisqu'il s'agit d'un signal électrique, on peut l'enregistrer grâce à un voltmètre. Lorsqu'on place 2 microélectrodes de part et d'autre de la membrane plasmique, on enregistre une différence de potentiel égale à moins 70 millivolts quand la fibre est au repos. La face interne de la membrane est donc électronégative par rapport à la face externe. Si on applique une stimulation d'intensité suffisante, la différence de potentiel monte brièvement à 100 millivolts avant de revenir au potentiel de repos. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action qui constitue l'unité élémentaire du message nerveux. Cette variation de potentiel membranaire dure environ 1 milliseconde. En dessous d'un certain seuil de stimulation, il n'y a pas de message, pas de potentiel d'action créé. Au-delà d'un certain seuil, il y a création de potentiel d'action, tous toujours de même durée et de même amplitude. Le potentiel d'action, une fois créé, se déplace le long de l'axone vers la terminaison nerveuse. Plus l'intensité de la stimulation augmente, plus le nombre et la fréquence de ces potentiels d'action augmentent. Revenons au parcours du message nerveux. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace appelé fente synaptique qui l'empêche de se propager à un autre neurone. L'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone 1 dit présynaptique entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires situés à la surface du neurone 2 ou neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique et éventuellement, si cette réponse est d'amplitude suffisante, la création de potentiels d'action. Les neurotransmetteurs
permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel elles agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse. Une synapse peut être excitatrice si elle entraîne l'activation du neurone ou inhibitrice si au contraire elle la diminue. Un neurone étant relié à des milliers d'autres neurones, il réalise à tout instant une synthèse des informations reçues. On dit que le neurone intègre l'ensemble des messages électriques reçus par l'intermédiaire de ces dendrites. Ce processus d'intégration se réalise au niveau du corps cellulaire. Le neurone a donc pour fonction de traiter et propager les messages nerveux. Si la stimulation globale perçue est excitatrice, il génère un train de potentiel d'action, ou message nerveux. Sinon, il restera silencieux et le flot d'informations s'arrêtera là. Le nouveau message transmis traduit l'intensité de la stimulation perçue grâce à la fréquence des potentiels d'action émis. Le message nerveux qui se propage dans un incroyable réseau de fibres et de connexions résulte donc d'activités électrochimiques. Il constitue un moyen de communication à l'intérieur de notre organisme. Un signal simple, le potentiel d'action, permet de véhiculer des informations très diverses. Sensations, pensées, commandes de mouvement, régulation. De la même manière qu'une impulsion électrique, un bit, est le support de programmes informatiques très variés. L'énergie des muscles. Quels éléments brûlent-ils lorsqu'ils travaillent? Au début du XIXe siècle, c'est encore une énigme. 1842. Justus von Liebig n'a pas encore inventé son célèbre extrait de viande et autres soupes lyophilisées. Mais il est alors le maître incontesté de la chimie allemande. Il publie un livre, La chimie animale, où il donne une description complète des réactions chimiques dans les organismes vivants. Il y affirme que les muscles consomment des protéines. L'affirmation semble solidement étayée. Pourtant, 20 ans plus tard, deux anciens élèves de Liebig, le physiologiste Adolf Fick et son ami Johannes Wislicenus, décident de vérifier cette affirmation. Les deux hommes se prennent eux-mêmes comme cobayes et partent ensemble en randonnée. Ils entreprennent l'ascension d'une montagne. Leur choix se porte sur le Follorn, en Suisse, au sommet duquel vient d'ouvrir un des tout premiers hôtels d'altitude. La veille de leur expérience, afin de ne pas fausser les résultats, les deux amis ne mangent que des gâteaux, ne boivent que du thé ou du vin, rien qui ne contienne des protéines. Ils partent de bon matin, l'ascension est longue, 6 heures, et il y a presque 2000 mètres de dénivelé à grimper. La promenade n'est pas de tout repos. En chemin, ils collectent leurs urines et continuent à le faire 6 heures après être arrivés au sommet. Ils dosent alors la quantité totale d'azote dans leurs urines, environ 6 grammes, ce qui correspond à moins de 40 grammes de protéines brûlées. C'est un apport énergétique insuffisant pour l'ascension du Follorn. Ils auraient dû en brûler au moins 2 fois plus. L'hypothèse de Liebig est donc fausse. L'énergie musculaire vient d'ailleurs. Elle ne peut pas être produite par la seule consommation des protéines. C'est le glucose, produit par le foie et non les protéines, qui apporte l'énergie indispensable au fonctionnement des muscles. Au XXe siècle, la recherche médicale explicitera la chimie complexe en œuvre dans les muscles.